Il faut soutenir les présidents il y a aussi beaucoup d'autres ministres ou d'autres conseillers qui vont aussi dans le sens de la protection. Mais soit ils sont éliminés par une certaine lobby qui existe, ça existe partout. Mais ces ennemis du Congo, mais c'est pour cela que nous avons l'ANER, c'est pour cela que nous avons l'armée, c'est pour défendre les hommes, les femmes, les enfants et les richesses de ce pays, parce que les richesses de ce pays, c'est notre avenir. Il ne faut pas. L'ANER n'est pas seulement là pour arrêter des journalistes, arrêter des petits peuples, parce que vous avez injurié, parce que vous avez dit ceci, cela, mais beaucoup plus pour protéger. D'ailleurs, les étrangers s'étonnent quand ils arrivent dans nos aéroports. On fait passer les étrangers, qui sont les ennemis potentiels, pour contrôler les nationaux. C'est quel pays ça? Quand vous êtes en Allemagne, en Belgique, en France, on fait passer les Français, c'est vous qu'on contrôle. Il regarde seulement le visage. Hein? Donc, mais nous, comme avec la couleur, on nous voit de loin. Là, ils n'ont même pas d'effort. Mais pour les autres, là, ils regardent le profil. Et celui-là, il vient peut-être de la série. Et puis, on dit un papier, ainsi de suite. Mais chez nous, c'est l'inverse. Chez nous, c'est l'inverse. L'étranger peut se promener comme il veut. L'étranger qu'on voit de très loin qu'il est étranger, et on le laisse passer. Et puis les nationaux, on les contrôle. Et là, nous avons besoin d'une nouvelle police. Donc, d'autres agents donc, de renseignement. Et cela demande qu'ils aient d'abord la révolution culturelle. Qu'ils puissent s'imprégner de l'esprit. Salut fidèles téléspectateurs habitués à ces grands magazines percés, je vous salue. Vraiment content de vous savoir nombreux devant vos écrans en ce moment en train de nous suivre à travers le monde. Hein. Je peux dire à travers le monde puisque les sites Congo Web existent. www.congoweb.org. Donc, vous pouvez suivre toutes les émissions de Congo Web à partir de ces sites-là. Merci aussi à tous ceux qui sont dans des provinces, ceux qui sont à Brazzaville, qui savent nous capter aussi de loin. Merci à vous aussi d'être vraiment nombreux à présent en train de nous suivre. Comme je vous l'ai toujours dit, il y a mes invités qui sont aussi spéciaux, que je peux le dire comme ça. Merci au professeur. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Bilolo, qui est le professeur... Vous êtes le professeur Je suis directeur donc, du centre de l'Institut africain d'études prospectives en Europe. Merci beaucoup, professeur. C'est le professeur Bilolo Ouakuluka. Vous êtes un chercheur aussi, vous êtes un philosophe. Vous êtes, votre cursus est tellement grand que je ne sais tout énumérer. Je le dis quand même, vous êtes le vice-président du Comité international des savants. Ça, au moins, je peux le dire. Il y a combien de savants au Congo? Oui, au Congo, il y en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, nous avions planifié avant donc le mandat du président de la République à la tête de l'Union africaine, que nous puissions consacrer nos grands frères qui sont déjà dans l'âge avancé, mais qui méritent ces titres qui n'ont pas encore eu jusque-là. C'est une reconnaissance symbolique donc du travail accompli. D'accord, nous attendrons au moment opportun. Nous allons encore vous recontacter. Merci, je termine. Je continue en disant que vous êtes le cofondateur de l'association des moralistes zaïrois. Vous êtes le coordonnateur de la société civile nationale. Vous êtes le président de la commission constitutionnelle et de la commission morale, femmes et enfants et de la société civile. Bon, ainsi de suite. Vous pouvez aussi résumer qui êtes-vous, vous-même? Oui, donc cette partie-là, c'est le travail qui a été accompli dans des années 70, quand le président Mobutu avait lancé la guerre contre le mal congolais.
À l'époque, nous avions fondé avec le professeur Nyeme Tessé, mon collègue Mvumbi Ngolu Tsassa, qui est mort, que j'étais même parti visiter sa famille avant-hier. Alors, on a fondé l'association des moralistes zaïrois pour lutter contre le mal congolais. C'était en 77. Le congrès s'était préparé en 76, 77. Nous avons eu ça. Et après, nous nous sommes séparés pour aller poursuivre des études à l'extérieur. Nous sommes rentrés de nouveau dans des années 70. Le président Mobutu n'était pas pour la conférence nationale. Il a fallu que la MOSA puisse s'engager à travers plusieurs colloques et week-ends de MOSA qui est l'association des moralistes congolais. Mais à l'époque, on disait oui, zaïrois. On a interpellé tout le monde, les Ntambo Mwamba, les Kengo, les Mende, tout ce monde-là qui fait la politique aujourd'hui. C'était durant cette phase de la préparation de la conférence nationale que la MOSA a lutté, le président a accepté qu'il y ait la conférence et nous avons à cet effet fondé ensemble avec les collègues de la société paysanne, Société aux solidarités paysannes, donc avec les Lumbi, les Bahati, les Fayoulou, donc tout ce monde ici qui fait actuellement la politique. Nous avions Dr Nombi qui est mort, c'est pour cela que nous disons Société civile Dr Nombi, parce qu'on nous avait des doublés et on a posé de base pour le changement politique au Congo. Mais avant, donc, après le pillage, moi je suis rentré. C'est à ce moment-là que le professeur Nyeme Tessé a continué, m'a remplacé à la conférence et a été président de la commission morale. Si j'en parle en détail, c'est parce que j'ai l'impression qu'on a oublié la morale au Congo, où on a oublié les moralistes, les églises dont la moralité reste à juger, ont pris les dessus. Alors on a fait comme si nous n'existions plus. Bien sûr, les fondateurs sont morts. Le président, le professeur Nyeme Tessé est mort. Mon collègue, qui était à l'époque secrétaire général, Mvumbi Ngolu Tsassa, est mort. Maître Mukenge Ndjibou est mort. Je suis parmi les fondateurs des moralistes, le seul survivant. Aujourd'hui placé aux oubliettes. Oui, je ne suis pas placé aux oubliettes, mais politiquement, on peut dire que je suis placé les moralistes, pas seulement moi, les moralistes sont placés aux oubliettes et c'est très grave parce que nous nous trouvons dans une crise morale beaucoup plus profonde que celle que Mobutu combattait à l'époque sur le concept de mal congolais. Puisque vous parlez de la crise, vous pensez qu'aujourd'hui, le Congo est en pleine crise ? Oui, le Congo est en pleine crise. L'élite congolaise a trahi la nation. Le passé, l'élite congolaise est en train de trahir la nation, de trahir les générations futures. On n'a pas l'impression que nous sommes là pour former, non, pour préparer un avenir meilleur pour nos enfants, nos petits-enfants. Donc pour ceux qui viendront ici dans 100 ans, 200 ans et qui ne sont pas encore là, quel pays voulons-nous laisser à ces gens? Ce sont tous des égoïstes qui ne songent qu'à leur poche. Au fond, ils ne s'occupent même pas de leurs enfants parce que immédiatement après leur mort, on voit que même les enfants sont en train de végéter. Ils végètent soit ici, ils végètent soit en Europe, mais ils végètent... Ils ne pensent même pas à leur propre succession. Même à leur propre succession. Ils ne pensent pas. Donc un tel pays n'existe nulle part. Donc un pays que personne ne défend. Donc c'est comme... on considère aujourd'hui les Congo... En tant que moraliste, vous avez des suggestions, des propositions à faire à l'État congolais?
Oui, je crois qu'il faudrait faire un nettoyage systématique de l'appareil administratif de l'État. Il faut poser des conditions aux enseignants, donc aux gens qui travaillent pour qu'ils apprennent à respecter la chose publique. On ne peut pas privatiser les budgets de l'État. Donc actuellement, on prend le budget, on dit on a voté 5 milliards ou 10 milliards, cet argent se volatilise. Les écoles souffrent, les hôpitaux souffrent, les centres de recherche souffrent, les agriculteurs n'ont rien, donc il n'y a rien à la base. Mais dans l'entretemps, il y a des Jaguars et des Mercedes qui circulent, etc. Enfin, actuellement, il n'y a plus de Jaguars, mais ils ont d'autres limousines. Oui, et ces gens brûlent l'argent. Ils brûlent le budget de l'État et cet argent n'arrive pas à la base. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut moraliser le pays. Nous avons besoin d'une commission éthique nationale, non pas en tant que commission comme source de sous, mais commission qui réellement entre dans chaque ministère, entre dans chaque camp militaire, dans chaque camp de police, dans chaque école, pour essayer de réveiller. Il s'agit de la renaissance dont parle le président. Ce n'est pas seulement renaissance culturelle au sens historique, mais c'est aussi ce que mon ami Vumbi appelait métanoïa, la conversion, la transformation de l'homme, et cela est nécessaire pour enlever les saletés. On n'a pas besoin de la Banque mondiale. Merci beaucoup, professeur Bilolo. Aujourd'hui, le cours de civisme, les notions de morale sont quasiment inexistantes dans nos écoles où nous préparons les futurs dirigeants de ces pays. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, il faudrait corriger, il faudrait concevoir de cours de civisme, mais de nouveaux cours, concevoir des cours. Oui. Je n'ai pas encore rencontré les ministres de l'enseignement secondaire, mais c'est dans le programme. Je l'ai déjà soumis par lettre au ministre de la Recherche scientifique. Je crois que notre institut, l'Institut africain d'études prospectives, peut s'occuper de ce genre de problèmes, concevoir des cours de formation de l'homme, non pas seulement de l'homme congolais, mais aussi de l'homme africain. Merci beaucoup, professeur Bilolo. Venons-en au sujet de nos livres. Venons-en vraiment au plus détail. Est-ce que je vois des livres ici? Est-ce que tous ces livres, c'est vous qui l'avez écrit, ou bien vous êtes juste le concepteur, ou bien en quoi vous participez dans la production de ces livres? Ces livres sont les produits de la recherche de l'Institut africain d'études prospectives. Cet institut a été fondé, créé sur demande des intellectuels africains, de tous les intellectuels africains qui étaient réunis ici en 1985. Mais avant eux, il y a eu des demandes de la Banque africaine de développement et des ministres des Affaires étrangères de l'OUA à l'époque, aujourd'hui l'Union africaine. Ils avaient dit l'Afrique a besoin d'un institut qui pense son avenir. On a fait des études de faisabilité et les scientifiques africains, j'allais me dire les scientifiques du monde noir, se sont réunis à Kinshasa en avril 1985 et ils ont fait la proposition de créer un institut, un centre africain d'études prospectives, et au même moment aussi un centre sur proposition de Cheikh Anta Diop, un centre africain d'égyptologie. Alors, il y avait, on notait parmi les participants, il y avait beaucoup de Congolais, comme c'était à Kinshasa. Vous avez le professeur Kambaya Bouacha,
qui est encore là, très actif. J'ai eu l'occasion de le visiter dans sa bibliothèque. J'ai eu aussi l'occasion de le recevoir dans mon émission, le professeur Kamba Bouacha, que je salue en passant. Oui, c'est un vrai chercheur et quand on arrive, on voit que son bureau c'est un laboratoire. Il y avait le prof Ndayouele, il y avait Monseigneur Chibangu, bien sûr, qui présidait parmi donc ceux qui organisaient ça. Donc il y avait des Congolais qui étaient là. C'est ainsi que Mobutu, le président Mobutu, a dit oui, le Congo va participer aux recherches, à l'étude donc des prospectives du futur africain. Alors, il va mettre les moyens à la disposition des chercheurs africains pour penser l'avenir de ce pays. Il semblerait que le président Mobutu Sese Seko avait voté un budget spécial d'1 million de dollars à l'époque, donc dans les années 89, pour soutenir, c'était seulement la part du gouvernement de l'État congolais, pour soutenir cet institut. Malheureusement, quand nous autres, c'est en ce moment-là qu'on a commencé, avec il était ministre à l'époque, le ministre Kambaya Bouacha, et le Monseigneur Chibangu, ainsi de suite. Malheureusement, Monseigneur est devenu, à partir de 92, évêque d'Mbujimai. Il s'est déplacé donc du centre de Kinshasa, et moi... Monseigneur Mulumba? Non, Chibangu. Oui. C'est lui, déjà dès la création, celui qui était le directeur général de l'Institut africain d'études prospectives, et il est encore. Aujourd'hui, étant en Mbujimai, et moi avec l'égyptologie, parce qu'on n'avait pas de bibliothèque, il n'y a pas de place pour faire la recherche égyptologique au Congo, il fallait travailler à partir de l'extérieur, et Monseigneur avait pris des précautions à l'époque. Ça a eu comme conséquence qu'il n'y avait plus sur place à Kinshasa de gens qui pouvaient développer des recherches prospectives. Ceux avec qui on avait commencé ont été récupérés par la politique. Le professeur Kaumba et les autres, donc le Tchamal Ngantumba, lui n'était pas en politique, mais pour des difficultés. Ceux qui ont été récupérés par la politique ont été mis de côté. Oui, ont été pratiquement mis de côté, et il semblerait d'ailleurs qu'en 97-98, quand Mawampanga est venu, il a demandé qui veut être dans l'enseignement, qui veut aller donc dans la recherche. Il semblerait que c'était Monseigneur Chibangu seul qui était resté pour l'Institut africain d'études prospectives, et nous de l'extérieur. Alors, à l'extérieur, nous travaillons. Je sais que l'Institut africain d'études prospectives n'est pas connu au Congo, mais nous existons, toute la diaspora africaine, le monde noir en général, à travers le monde, sait que l'Institut africain existe et travaille. Beaucoup de gens ont contribué, beaucoup de Congolais ils l'ont fait de façon bénévole. Les professeurs... Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'il vous arrive d'organiser certains séminaires, certaines formations pour vous faire savoir aussi dans le monde, ou même ici au Congo? Oui, à l'extérieur, l'INADEP a fait un grand travail. Beaucoup de jeunes qui souvent parlent de l'Afrique, de la culture africaine, de l'antiquité africaine, les jeunes comme les Kalala Umutunde, Martinique, Guadeloupe, les Gomez, Kovi Gomez, et tous ces jeunes-là de la diaspora. Il y en a même d'autres aux États-Unis, ainsi de suite. Ici à Kinshasa, il n'y en a pas? Non, ici à Kinshasa, pas, parce que ça fait 40 ans que je suis plus à l'extérieur. Maintenant, je suis venu en mission. Donc, pour évoluer en tant que Congolais, vous préférez rester à l'extérieur qu'ici au Congo?
Non, c'était une option stratégique. Quand un pays est en crise, et tous les pays du monde le font, on doit toujours avoir des stations de recherche à l'extérieur, de telle sorte que même durant la phase quand le pays traverse la zone de turbulence, la recherche ne puisse pas s'arrêter. Oui, donc c'est La recherche continue. pour que la recherche continue, c'est la stratégie qui a été adoptée. Maintenant, comme nous croyons avoir traversé la zone De turbulence. turbulence politique, on revient pour essayer de réhabiliter, de faire revivre Je vois 4 grandes têtes là. Il y a Anta Diop, il y a Obenga, il y a Biogo, il y a vous-même Bilolo. Antonin Firmin, qui avait... Excusez-moi, vous savez, quand vous parlez d'un égyptologue, les gens partent voir la pyramide, les gens voient l'Égypte, ainsi de suite. Il faudrait d'abord nous expliquer qui est un égyptologue. Ah oui, donc, bien sûr que c'est celui qui étudie l'Égypte antique, l'Égypte pharaonique. Et il n'appelait pas non plus leur pays Égypte. Ce pays s'appelle Chikam ou Boukam. De là, le mot Kam que vous avez eu peut-être dans la Bible, etc., que le terme vient. C'est ça le nom du pays, c'est Kam, avec la connotation de noir. Et les gens qui étudient cette culture-là, la culture de la vallée du Nil, c'est même plus précis de dire la civilisation de la vallée du Nil. Parce que beaucoup de monuments sont aujourd'hui au Soudan et non dans les deltas. Donc là où il y a la sécheresse, donc c'est à partir donc de Luxor, Karnak, Luxor, ainsi de suite à Bouzimbel, jusqu'à près de Khartoum. C'est là qu'il y a des monuments. Les gens qui étudient ça, ce sont des gens qu'on appelle égyptologues. Comme vous êtes un égyptologue. Oui, je suis égyptologue aussi. Donc, je viens après Théophile Obenga et Cheikh Anta Diop. Enfin, on cite après Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga. Moi, je suis de la troisième. Je ne suis pas de la troisième génération, je suis le troisième. Troisième égyptologue. Oui, donc... Au monde ou bien en Afrique? En Afrique, donc, dans le monde noir. Et là, on peut dire... Dans le monde noir, c'est-à-dire l'ensemble du monde noir, je viens en troisième position, oui. Alors, je vois, est-ce que vous pouvez nous épingler un peu de quoi s'agit ce projet Transakwa, transfert des eaux du bassin du fleuve Congo au lac Tchad? C'est un projet? Oui, c'est un projet qui date de longtemps. Il y a un volume qui a été publié il y a 2 ans par mon collègue le professeur Kitoko Lebela. Et en fait, il s'agissait de l'énergie. Il voulait concevoir l'infrastructure énergétique d'Inga pour dire non, la façon dont Inga était conçue. Le Congo ne jouait aucun rôle. On prend le courant d'Inga, on passe par Brazzaville. On longe le Congo. On les dispatche dans beaucoup de pays. Beaucoup de pays, c'est que le Congo n'en bénéficie en 100%. Que le Congo n'en bénéficie. Et pas même que le Congo en bénéficie en tant que main-d'œuvre. Parce que souvent, quand on fait des grands projets, on ne vise pas les projets. On vise aussi les projets en soi, mais on vise autre chose. La création donc des emplois. Donc, un grand projet. On crée les emplois, les gens sont occupés. Pendant 10 ans, 15 ans, ils sont occupés. Donc, un tel projet n'a de sens que si ce projet crée l'emploi pour des Congos au Congo et à travers le Congo. Donc, que la ligne de distribution, l'autoroute de distribution passe à travers le Congo. Et de là,
on peut faire des lignes de raccordement et raccorder avec d'autres pays. Mais on ne peut pas faire un projet où ce sont les autres qui en profitent, même au niveau donc de la création donc des emplois. Ça, ce sont des projets superflus. Vous l'avez expliqué dans ce livre que ces projets-là, les méfaits de ces projets. Oui, surtout dans ces livres. D'abord, quand le professeur Kitoko avait dit, ces gens on veut prendre les richesses, creuser les richesses du sol du Congo sur 1000 ou 2000 kilomètres et puis après ils vont abandonner les projets. Moi je n'avais pas cru, je dis comme c'est à Zamwana Yakoma, c'est normal qu'il soit fâché si on veut abîmer donc son écosystème. Par après, il m'a dit non, c'est l'eau de l'Omami qu'on veut prendre. L'eau de l'Omami du Kasaï. Du Kasaï. Donc, ils veulent faire donc, pratiquement séparer le Congo, hein. Creuser donc de l'Omami et puis pratiquement couper la rive droite du fleuve Congo. Les couper de l'autre côté, ça ce sont des choses inacceptables. Vous ne toucherez pas au minerai du Congo? Non, là on ne toucherait pas au minerai du Congo. Nous devons les protéger. Nous ne pouvons pas nous comporter, croire que nous souffrons. Regardez les conditions de vie de la population. Regardez comment les gens travaillent, vivent. Les enfants là qui ne savent pas comment faire, on exige beaucoup d'argent aux enfants, aux parents, même pour entrer à l'école gardienne. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre à l'école gardienne pour qu'on puisse payer 500, 600 $? Il y a même d'autres qui sont un peu, moi je dirais un peu malades, qui exigent même 1000 $ parce que leurs parents ont volé l'argent, ils ont volé. Où est-ce que quelqu'un va avoir cet argent-là? Nous connaissons le barème de paiement au Congo. Alors l'argent vient d'où? Mais ce sont le bien commun. Les gens doivent comprendre. Les diamants, l'or, les cuivres, les coltans, ce sont le bien commun. Bien commun signifie les biens de tout Congolais. Et ça ne doit jamais, mais je dis bien jamais, être utilisé pour enrichir les poches des individus. Ces choses doivent cesser. Les biens communs doivent devenir... Conçoivent des projets en projet juste pour soutirer. Et le peuple congolais doit défendre les richesses du Congo. Pour nous avoir aussi bien éclairé là-dessus, aujourd'hui, vous décidez de rendre hommage à cette grande dame, Maman Kisalo Marthe. Hommage à Maman Kisalo Marthe. Alors, avec autant d'ouvrages, comment est-ce que les gens peuvent entrer en possession? Je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont pas tellement lecteurs, mais quand même, ceux qui veulent se procurer ces ouvrages, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Quelles sont les démarches à emboîter pour pouvoir s'en procurer? Oui, nous sommes en train de chercher avec le ministère donc, de la recherche scientifique à réhabiliter l'INADEP ici à Kinshasa. Nous aurons aussi besoin peut-être de l'appui donc, du président de la République parce que nous avons l'impression que la recherche scientifique ne sait pas très bien comment intégrer, du moins le secrétariat général. Si pendant 30 ans, donc, l'INADEP est resté invisible à Kinshasa, au Congo, pendant que c'était visible partout à l'extérieur, ça signifie que à la source, il y a quelque chose. Donc, l'administration n'a pas fait son devoir. Donc, en les temps, jusqu'en des années 92, mais ça avait dévalué, vous savez, il y a eu une dévaluation qui avait rendu même les salaires insignifiants, mais depuis lors, en tout cas, l'INADEP Europe n'a rien reçu. Et ça, ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Nous sommes là pour faire la recherche. Nous pouvons transformer le Congo, nous pouvons transformer l'Afrique. Les politiciens doivent nous lancer un défi, nous dire ce qu'ils veulent et non créer des institutions. On les crée pour créer, on ne vous demande rien.
On ne dit pas que ce que vous avez même amené. C'est d'ailleurs, je suis très content que vous ayez présenté ces livres. Donc, mais vous avez l'impression que les instances politiques ne s'intéressent pas aux résultats de la recherche. Donc les gens font ce qu'ils veulent, on ne leur demande rien, on croit que c'est un privilège. Non, nous sommes là pour transformer le pays. Si vous voulez défendre le pays, demandez aux chercheurs comment faire. Comment faire pour faire tel problème? Comment faire? Mettez les moyens à la disposition. Si les Européens nous ont dépassés dans la recherche sur Covid, c'est parce qu'ils ont mis de milliards qu'ils ont placés. Parce qu'il n'y avait pas les problèmes de découvrir. Il y avait aussi le problème de production. Et les laboratoires n'avaient pas la capacité de production de milliards de doses. Il a fallu que les États mettent 2 milliards. Donc le Congo doit mettre aussi des millions et des milliards. Des milliards aussi parce qu'il y a des individus qui détournent aussi des milliards. Ah non, si les individus détournent, moi je dirais ce que j'ai toujours dit. Je sais que on a défendu ça. Quelqu'un détourne l'argent d'un pays, c'est qu'il a déclaré la guerre contre les générations futures, il faut l'abattre, c'est tout. On joue beaucoup avec l'avenir des gens. La guerre, c'est quoi? La guerre, ce n'est pas seulement parce que quelqu'un est venu de l'extérieur jeter une bombe quelque part. La guerre, c'est quand vous prenez des mesures pour tuer les enfants, tuer les gens qui sont dans des hôpitaux, qui n'ont plus de courant, qui n'ont plus d'eau, qui n'ont plus de médicaments. Vous les tuez et votre armée a le devoir de défendre l'avenir des gens, de ces gens, la vie de ces gens, en éliminant quiconque détourne l'argent public. Celui qui détourne l'argent public tue le peuple. Professeur Bilolo, vous avez été trop fort, hein? On tue le peuple. Vous devez comprendre la notion de tuer. Les gens sont en train d'assassiner le peuple congolais. Ce n'est pas seulement en Ituri. Regardez le nombre de morts ici à Kinshasa. Tués, morts. Vous arrivez à l'hôpital, il n'y a rien, il n'y a pas de médicaments. On vous dit, allez dans la pharmacie d'à côté. Et cela même dans des cliniques comme Ngaliema. Si vous sortez de là vivant, mais vous avez la chance. Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Avec toutes ces richesses que nous avons, pendant que ces gens construisent des villas à gauche, à droite, etc. Non, ça ne va pas. Ce sont des ennemis du peuple. Et nous avons le devoir de défendre les Congolais, de défendre l'avenir des Congolais. Et nous ne pouvons pas continuer à blaguer avec les gens qui détournent le bien public. Merci professeur, vous avez été peut-être dur, mais c'est ça. La loi est dure, mais c'est la loi à tourner. Est-ce que nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine? Vous avez un message à lancer à la population congolaise ou bien même aux autres chercheurs? Oui, aux autres chercheurs, je les invite à... Vous parlez quand même lingala? Après 40 ans à l'extérieur, on a un peu de difficultés. Non, il ne faut pas se décourager. Nous avons des difficultés, certes, mais le Congo va s'élever, l'Afrique va s'élever. Il y a déjà des pays qui nous donnent des lueurs d'espoir et qui d'ailleurs dans peu de temps, 7 ans, 10 ans, ont vraiment construit leur pays et on est fiers de ces pays-là. Chaque pays africain qui s'est construit, on est fiers de ça. Et les Congo aussi, nous allons finir par les construire. Ce sont des options fondamentales à prendre. On prendra ces options-là pour le bien-être de tous, vous savez. Ils doivent se réunir autour des centres qui existent ou qui seront encore à créer. Nous les invitons, ceux qui s'occupent de la renaissance culturelle et autres, ou de l'histoire, nous connaissent, ils travaillent. On a fait un très bon travail dans le cadre de la lutte contre Covid. Avec nos moyens de bord, les chercheurs congolais sont parvenus à faire entendre leur voix. Il appartient aux journalistes de nous aider à faire entendre notre voix.
Et nous allons essayer aussi de parler avec le ministère qui sont concernés pour qu'ils puissent réellement mettre la recherche au centre de tout. Ce n'est pas un ministère ou une activité secondaire. Si l'Amérique est Amérique, ou la Chine est ce qu'elle est, l'Amérique c'est ce qu'elle est parce que l'Amérique a un budget de recherche le plus élevé par rapport aux autres pays. Si on dit, le président a dit, veut faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, oui, c'est très bien, mais le budget de la recherche doit être le budget le plus élevé de l'Afrique. Si nous voulons faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique, notre budget doit être au-dessus. Merci beaucoup, professeur Bilolo. Merci à vous, très chers téléspectateurs, vous qui avez suivi ce magazine du début jusqu'à la fin. Merci à mon équipe technique et merci à l'équipe d'Info Congo Masolo, qui est la chaîne YouTube. Parce que si vous regardez l'émission Congo Web Télévision, alors tapez sur YouTube Info Congo Masolo, vous trouverez l'émission du professeur Bilolo. Merci à Yogo Digital, Yogo Espoir, c'est lui qui tient la caméra. Merci à Roy Mbouyi au montage. Merci à toute l'équipe de Congo Web Télévision. Merci à Gilbert Biladi, Maurice Gigando, Papi Mandeke. Merci à vous tous. Merci à lui-même, Monsieur Gabriel Chabani, à qui je salue aussi. Merci à Gilbert Kalunga. Merci à ma famille aussi, ma famille Kalunga. Merci aussi à la famille du professeur Bilolo. Merci à tout le monde. Et quant à moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir prochainement. Bye.